Ok, tous les participants sont là. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je suis Théo Stokowski, je suis le responsable relations consultants et entreprises clientes de Portup. Et est avec nous aujourd'hui Monsieur Khaled Mezani, juriste expert et universitaire chargé d'enseignement au Master 2 droit social de l'Université de Cergy-Pontoise. Bonjour Khaled et merci d'être parmi nous. Bonjour Théo, merci de m'accueillir. Alors, avant de commencer cette conférence, juste pour vous préciser, si jamais vous êtes coupé durant la diffusion, il y a un petit onglet audio sur lequel vous pouvez ensuite appeler un appel téléphonique pour récupérer via votre téléphone sur la conférence. Donc voilà, vous vous connectez, il y a un petit numéro qui va s'afficher et vous nous appelez, c'est un appel gratuit. Donc, l'objectif principal de cette conférence est de vous donner une vision complète du mécanisme du portage salarial et des avantages qu'il vous apportera. Donc pour ce faire, nous aborderons dans un premier temps les principes directeurs et les notions clés du portage salarial pour dans un second temps répondre à toutes vos questions avec Khaled. Alors le portage salarial, c'est quoi? Le portage salarial, c'est un statut hybride qui séduit de plus en plus de travailleurs désirant plus d'indépendance. En effet, tout en vous garantissant le droit aux bénéfices des avantages sociaux du salariat, il vous permet de vous concentrer uniquement sur votre mission, développer votre activité professionnelle sans vous soucier des obligations administratives et comptables qui sont inhérentes au statut d'indépendant. Donc en portage salarial, vous avez droit à l'assurance d'un salaire chaque mois et les avantages de la sécurité du salariat. Donc c'est notamment les cotisations retraite au régime général de sécurité sociale, l'assurance maladie, la mutuelle et prévoyance ou encore le droit aux allocations chômage. Également, ce n'est pas de risque entrepreneurial puisque le portage salarial sécurise le consultant dans l'exercice de son activité. Et également, tout comme un indépendant, vous bénéficiez d'une autonomie complète dans la négociation de vos honoraires et la réalisation de vos missions. Alors, le portage salarial, il se définit juridiquement comme une relation contractuelle tripartite. Alors, je sais que dit comme ça fait un petit peu peur, mais voilà, je vais vous expliquer un schéma de façon très simple pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous êtes un freelance qui va rechercher ses missions, négocier les conditions de sa prestation ainsi que son tarif avec une société cliente. De là, vous allez signer un contrat de travail avec la société de portage, laquelle effectuera toutes les tâches administratives et comptables, notamment la conclusion du contrat de prestation. Et une fois votre mission exécutée, la société cliente, elle sera facturée de vos honoraires par la société de portage, laquelle calculera vos honoraires sous forme de salaire. Donc, vous serez rémunéré sous forme de salaire. Alors, le portage salarial, il faut savoir qu'il s'adresse à toutes les personnes qui justifient d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie suffisante. Alors, Khaled, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet-là, s'il vous plaît? Oui, alors on a trois conditions pour pouvoir exercer le portage salarial qui sont, comme vous le rappeliez, l'autonomie, la qualification et l'expertise. Bon, l'autonomie, c'est plutôt une autonomie dans la prise de décision, dans son domaine de compétences et l'aptitude à démarcher ses clients et puis à définir soi-même le cadre et l'étendue de sa mission, et puis négocier bien évidemment avec la société cliente. La qualification, alors le salarié porté doit avoir au moins une qualification professionnelle de niveau 3, ce qui équivaut à un BTS, un DUT, donc un bac plus 2 au minimum, ou une expérience significative d'au moins 3 ans dans le même secteur d'activité. Pour ce qui est du troisième point lié à l'expertise, il faut simplement disposer d'une expertise particulière constituée d'un ensemble de compétences et de savoirs spécifiques. Vous l'avez compris, sur ce point, on est sur une définition assez globale de l'expertise. D'accord, merci Khaled. Effectivement, pour compléter ce que dit Khaled, on constate que ça s'adresse à un certain nombre de catégories. Notamment, les travailleurs qui sont généralement intéressés par le portage salarial sont les freelances. Effectivement, c'est simple. Ils peuvent uniquement se concentrer sur leur activité, sur leur mission, et non pas sur les tâches périphériques, je dirais, comme la comptabilité ou encore les déclarations sociales. On a aussi les cadres seniors qui, eux, sont des travailleurs expérimentés, mais n'ont pas forcément le goût, l'envie de l'aventure, de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Ou encore, pour l'exemple, on a les jeunes diplômés, à l'inverse, eux ont soif de liberté, d'autonomie, mais ils n'ont pas forcément toute la connaissance de leur secteur professionnel pour pouvoir se lancer. Ils s'essaient donc au portage salarial en guise de première expérience. Bien entendu, il y a de nombreux autres exemples, notamment les demandeurs d'emploi, les consultants internationaux,
les personnes en reconversion professionnelle ou encore les entrepreneurs. Bien entendu, si vous êtes dans un de ces cas de figure ou non, alors discutons-en en seconde partie avec Monsieur Khaled Mezeni. Alors, le portage salarial, il s'adresse à tous les secteurs d'activité, à l'exception des métiers liés au service à la personne et de certaines activités réglementées. Khaled, est-ce que vous pouvez nous en dire également à ce propos-là un petit peu plus? Oui, alors 2 points d'abord sur l'exception au recours au portage salarial qui touche aux métiers liés au service à la personne. Vous l'aurez compris, travailler en aide à domicile et utiliser le portage salarial, ce n'est pas possible. Donc, on est véritablement sur une exclusion totale. Ensuite, on a des autres activités réglementées qui peuvent permettre de passer par le portage salarial, tout simplement en respectant des conditions drastiques fixées par la loi. Donc, on a les métiers de la négociation immobilière, voire des intermédiaires de paiement. On a, pour revenir sur le point que je vous ai cité à l'instant même, sur les exclusions, il y en a une deuxième qui paraît aller de soi parce qu'il y a des activités réglementées qui excluent la possibilité de recourir à tout autre type de forme de travail, c'est le conseil juridique qui, par définition, est cloisonné, enfin est bloqué et limité aux seuls avocats, juristes et autres professions juridiques. D'accord, d'accord, très bien. Donc effectivement, on se rend compte, tout comme les catégories abordées auparavant, que concernant les secteurs d'activité, c'est pareil, c'est également, ça s'adresse à une majorité de secteurs d'activité. Donc ici, je vous présente quelques exemples de métiers qui sont compatibles au portage salarial. Bien entendu, ceci n'est pas une liste exhaustive, hein. On se rend compte notamment qu'effectivement, ça peut être dans l'informatique, on peut être ingénieur ou développeur, en passant par formateur en ressources humaines ou encore négociateur dans le secteur de l'immobilier. Alors, on a vu ce qu'était le portage salarial, comment il fonctionnait, à qui il s'adressait et aussi quels étaient, je dirais, les secteurs d'activité les plus propices au portage salarial. Maintenant, on va aborder la question de quels sont les avantages, effectivement, quels sont les avantages d'opter pour ce mode d'organisation du travail pour un freelance, pour un travailleur indépendant. Le portage salarial, c'est, comme je le disais auparavant, l'assurance d'un salaire chaque mois. Effectivement, c'est important de le préciser, de le redire, puisque c'est une différence fondamentale entre le statut d'indépendant et de salarié porté, puisque l'indépendant peut être payé il est dépendant tout simplement du paiement de son client. Ce qui n'est pas le cas en portage salarial. Chez PortUp, notamment, on vous paye chaque mois votre salaire. Également, c'est une autonomie complète dans la négociation de vos tarifs ainsi que la réalisation de vos missions. C'est une exonération de vos tâches administratives ou comptables, puisqu'elles sont effectivement à la charge de la société de portage. C'est le remboursement de vos frais professionnels. Et aussi, comme je le disais auparavant, les avantages sociaux et la sécurité du salariat. Vous cotisez vos retraites au régime général de sécurité sociale ou encore vous avez le droit aux allocations chômage. Il y a aussi d'autres avantages à être un salarié porté qui ne sont pas négligeables. Notamment, vous avez le droit à l'accès à la formation. Vous êtes salarié, vous avez donc ce droit fondamental. Également, vous avez l'accès à un réseau de consultants experts puisque vous faites partie d'une famille, je dirais, d'une entreprise où vous n'êtes pas le seul consultant. Donc, vous pouvez échanger avec toutes ces personnes qui ont des activités et des expériences, et je dirais même des expertises variées. Et enfin, le portage salarial, c'est une assistance dédiée de proximité. Effectivement, notre devoir est de faciliter un maximum l'exercice de votre activité ainsi que de répondre à vos besoins, à vos attentes dans les plus brefs délais. Cette conférence, elle est principalement axée sur les freelances, mais il y a aussi de nombreux avantages pour les entreprises clientes, pour les entreprises de manière générale, à recourir au portage salarial. Je vais vous donner ici quelques exemples en guise de teaser, mais cela donnera lieu, bien entendu, à un prochain webinaire. Donc, effectivement, on se rend compte dans ces exemples-là que ça vous permet de gérer votre masse salariale, puisque, effectivement, le salarié porté n'est pas inclus dans votre masse salariale, ou encore, c'est une facturation mensuelle qui est sous forme d'honoraires et donc qui est beaucoup plus simplifiée. Également, vous avez le bénéfice d'une assurance responsabilité civile prestataire de la part de la société de portage. Donc voilà, on se rend compte qu'en fait, ça permet aux entreprises d'avoir accès à l'expertise d'un consultant en portage salarial de façon vraiment simplifiée et surtout sécurisée.
Donc après avoir abordé tous ces points, on va aborder un des derniers points, et le point phare, je dirais, puisque c'est la rémunération. Effectivement, comment est-ce qu'on calcule vos honoraires qu'on transforme en salaire? Alors, votre rémunération nette, elle sera calculée sur la base des honoraires perçus par l'entreprise cliente, auxquels nous déduisons, dans un premier temps, les frais de gestion de la société de portage. Chez Portup, nous avons 3 formules, 3 offres tarifaires. La formule Express à 5%, Smart à 7% et Premium à 9%. Vous cotisez les charges et cotisations patronales, les charges et cotisations salariales, et également tout autre frais qui peuvent être notamment la visite médicale. Donc, à la fin, votre salaire net perçu, il se situera entre 47 et 52% des honoraires bruts hors taxes facturés à l'entreprise cliente, sachant que ce pourcentage peut évoluer en fonction des frais professionnels qui ont été engagés. Alors maintenant, Khaled va nous présenter un bref comparatif entre le statut d'auto-entrepreneur et celui de consultant porté. Donc ici, nous avons deux personnes, Paul, qui est consultant IT, auto-entrepreneur, et Thomas, consultant IT en portage salarial. Khaled, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences entre ces deux statuts juridiques? Très bien. Alors, on a justement un comparatif à faire entre Paul, auto-entrepreneur. Alors, on parle de micro-entreprise aujourd'hui depuis la loi Pinel en 2016. Donc, c'est une micro-entreprise, mais le nom change, mais c'est exactement la même chose. Et puis, de l'autre côté, Thomas, qui est aussi consultant IT en portage salarial. Plusieurs distinctions doivent être faites entre ces deux statuts, notamment en termes de rémunération, de gestion administrative, d'autonomie et de liberté, et surtout, à la fin, vous le verrez, de protection sociale. Concernant la rémunération, le salarié en micro-entreprise, enfin le salarié, plutôt l'indépendant en micro-entreprise, va devoir faire ses déclarations et payer ses charges sociales et fiscales. Même si elles sont simplifiées, il devra avoir cette charge. Il aura cette charge, pardon. Vous aurez aussi, lorsque vous êtes dans une micro-entreprise, une forte dépendance et un risque lié notamment au délai de paiement du client qui peut attendre jusqu'à 60 jours avant de vous payer, après lui avoir remis en plus la facture. Donc, vous pouvez attendre 60 jours sans être payé, ce qui est quand même assez peu intéressant. Pour le salarié en portage salarial, lui-même va bénéficier d'une rémunération chaque mois, donc comme un salarié, et en plus, il bénéficiera d'une garantie financière qui est contractée par la boîte de portage et qui va lui permettre d'éviter les risques d'insolvabilité de la société cliente, voire de sa société de portage. Donc, il sera systématiquement protégé. En termes de gestion administrative, pour faire rapidement, on a Paul qui est en micro-entreprise qui va gérer sa propre comptabilité, ses tâches administratives chronophages, l'immatriculation, les rédactions de contrats, les factures, l'URSSAF, la protection sociale compliquée avec le RSI, dans les échanges avec le RSI notamment, alors que pour le salarié en portage salarial, lui-même n'aura aucune structure à créer, il complétera simplement son compte-rendu d'activité hebdomadaire permettant de facturer le client et techniquement, il n'a plus rien d'autre à faire. La boîte de portage va s'occuper de tout le reste. Concernant l'autonomie et la liberté, vous l'aurez compris, Paul qui doit gérer ses démarches administratives, négocier ses honoraires, chercher des clients, tous ces éléments font que, bien évidemment, la liberté est un petit peu plus à relativiser lorsque vous êtes indépendant et tout seul, de surcroît. Alors que pour Thomas, qui va être en portage salarial, lui, il n'a aucune création de structure, aucun coût avant, pendant et après la mission. Il sera libre et autonome, ne gérera simplement que ses relations avec sa société cliente et sa prestation. Donc, il aura beaucoup plus de temps pour chercher d'autres clients ou tout simplement pour profiter de son temps libre. Et enfin, le dernier point qui me paraît important, ça va être surtout sur la couverture sociale. D'un côté, nous avons un indépendant, dans le cas de la micro-entreprise, qui va avoir des cotisations faibles à la retraite, ou du moins en fonction des plafonds qui sont limités, avec bien évidemment une retraite qui pourrait être dérisoire, une mutuelle beaucoup plus chère pour les indépendants qu'elle ne l'est pour les salariés, et puis un droit aux allocations chômage qui va être clairement très bas, parce que même si on a annoncé par le biais d'une loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est en ce moment en train d'être discutée à l'Assemblée, le fait qu'on ait annoncé ces allocations chômage pour indépendants, le gouvernement vient d'annoncer le montant qui sera un montant maximal de 800 € sur une période de 6 mois, avec bien évidemment des conditions liées
à l'indépendant, qui sont des conditions de liquidation judiciaire, etc. C'est quand même assez technique, mais ça va être compliqué. En tout cas, ça va être simplement un petit coup de pouce et non pas une vraie protection. Pour le salarié en portage salarial, lui, il va cotiser à la retraite plein pot, parce que si vous touchez des sommes astronomiques, vous cotiserez sur des sommes astronomiques à la retraite. Donc, ça veut dire retraite confortable à la fin de carrière. Et une mutuelle, une prévoyance en tant que salarié, donc c'est très très bien parce qu'elle va être très complète. Et puis un droit aux allocations chômage qui peut aller jusqu'à 7 445 euros et 70 centimes. Enfin, pour vous dire clairement, vous pouvez avoir droit à une allocation de retour à l'emploi quand même assez confortable en intermission lorsque vous n'avez plus effectivement trouvé de client. Voilà. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. À cela, j'ajoute simplement que sur la micro-entreprise, n'oubliez pas que vous avez des plafonds de chiffre d'affaires, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus être en micro-entreprise si vous dépassez les 70 000 euros l'année. Alors 70 000 euros, on dira que ça paraît assez sympa, sauf que parallèlement, n'oubliez pas que vous êtes obligé, vous n'avez plus le bénéfice de la franchise de la TVA à partir de 33 000 euros. Ça veut dire qu'à partir de 33 000 euros, vous devrez, comment dirais-je, calculer votre TVA et la régler à l'État. Donc c'est une démarche administrative en plus qu'il faudra intégrer dans le parcours. Ok, d'accord, très bien. Merci Khaled. Donc, c'est tout pour cette présentation. Maintenant, on va passer donc aux questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, on va se mettre tout de suite sur les questions. Alors n'hésitez pas à poser toutes les questions. Excusez-moi, allez-y. Donc, j'ai une première question. Khaled. Je touche mon allocation chômage, puis-je faire des missions en portage? Alors, techniquement, lorsque vous êtes au chômage ou lorsque vous touchez votre allocation de retour à l'emploi, vous devez être en cessation totale d'activité. Donc, le chômage va plutôt rentrer dans l'hypothèse où vous n'aurez pas de mission, où la boîte de portage va vous donner votre attestation ACDIC pour toucher, enfin, votre attestation Pôle emploi, pardon, le nom a changé, pour avoir droit à vos allocations de retour à l'emploi. C'est possible, mais bien évidemment, si vous travaillez, vous ne pourrez pas, normalement, enfin, si jamais vous travaillez et ça génère des honoraires et donc une rémunération, vous serez obligé d'en informer le Pôle emploi. Donc simplement, ça va être plutôt en intermission, mais vous pourrez vous arranger avec votre boîte de portage pour vous ouvrir effectivement ce droit, aux allocations chômage. D'accord. Alors, question suivante. Quel est le seuil financier minimum pour être salarié porté? Alors là, c'est un calcul plutôt individuel parce que techniquement, en fonction de ce que vous avez présenté tout à l'heure, un salarié va avoir à peu près en poche son salaire net 52% de la rémunération qu'il aura générée en honoraire, indépendamment des frais professionnels. Donc, on considère à peu près que, si vous touchez 150 euros la journée en tarif journalier moyen et que vous facturez sur 20 jours, ça va vous faire du 3 000 euros par mois. Mais si vous divisez à peu près par deux, grosso modo, ça vous fait quand même que 1 500 euros par mois. Alors, ce n'est pas une somme hyper intéressante. Vous avez les avantages du salariat, mais pas les avantages de l'activité d'entrepreneur, donc d'entrepreneur dans le cadre du portage. Il vaut mieux privilégier effectivement les rémunérations beaucoup plus importantes. On considère à peu près qu'aux alentours de 300 euros la journée, c'est le cas de la grande majorité des consultants IT dans l'informatique, qui peuvent aller de 300 à plus. Voilà, c'est quand même des rémunérations assez intéressantes. Mais techniquement, si vous choisissez d'être indépendant, vous pouvez opter pour des rémunérations basses, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, question suivante. J'ai une mission aux États-Unis. Comment s'effectue le service du portage salarial? Alors, c'est tout à fait possible d'utiliser le portage salarial dans le cadre d'une activité au bénéfice d'un client à l'étranger. On n'est pas dans du détachement de salariés. On ne va pas envoyer un salarié, par exemple, en Californie. On peut tout simplement utiliser des salariés français en France pour effectuer une mission au bénéfice d'une entreprise à l'étranger. Donc, c'est tout à fait possible de travailler en remote. À cela, je connais une situation où des salariés qui habitent à Montpellier travaillent avec une société de portage à Paris pour un client en Californie. Et ça se passe très, très bien. Les cotisations sont payées en France. Ils cotisent au régime général. Ils sont assez heureux. Alors, ils ne se déplacent pas. Alors, ils peuvent se déplacer de manière accessoire pour voir le client. Mais techniquement, c'est tout à fait possible. Voilà. D'accord. Ok, d'accord, merci. Alors, question suivante. Qui facture mon entreprise cliente? Alors, pour faire clair, vous parliez tout à l'heure du schéma. À partir du moment où le salarié porté va effectuer sa mission, la mission va faire l'objet
d'un compte rendu d'activité qui va ensuite être utilisé par la société de portage pour facturer le client. Donc, c'est l'entreprise de portage salarial qui va facturer le client, d'accord? Et le client va payer la société de portage salarial qui va transformer ces éléments en salaire. Alors, quelle est la durée du portage salarial? Alors, la durée du portage salarial, clairement, on vous dit qu'une mission ne peut pas excéder 36 mois. Donc, à partir du moment où elle ne peut pas excéder 36 mois, on parle que d'une mission. Donc, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs missions de moins de 36 mois. Donc, 36 mois, c'est quand même 3 ans. Ou tout simplement avoir une seule et même mission qui, au bout de 36 mois, devra être renouvelée. On peut repartir encore sur le prolongement de cette mission. Bien évidemment, il faudra passer par un avenant au contrat de travail et un avenant à la convention commerciale avec la société cliente. D'accord. Alors, prochaine question, question suivante. Les frais de gestion sont-ils variables? Alors, les frais de gestion, c'est une bonne question que vous posez. Les frais de gestion, techniquement, chaque entreprise, chaque société de portage salarial propose ses frais de mission. J'attire l'attention sur le fait que la clarté doit être, enfin, les sociétés doivent être claires sur la pratique des frais de gestion. Vous parlez de vos frais de gestion tout à l'heure à Portup, 5, 7 et 9. Techniquement, une boîte de portage, lorsqu'elle vous annonce ces frais ne doivent peut-être pas être majorés ou se transformer par ajout de frais qui n'étaient pas prévus. Donc, il faut véritablement que l'information soit faite et aux salariés portés de faire attention. Mais il y a des pratiques totalement différentes, voire d'autres, des pratiques qui sont assez étonnantes. D'accord. Alors, prochaine question. Que se passe-t-il si l'entreprise cliente ne paye pas mes honoraires? Alors, c'est vous poser une très bonne question, mais lorsque l'entreprise cliente ne paye pas les honoraires, c'est plutôt dans la relation commerciale entre la société de portage et la société cliente que va se poser le dilemme. Du coup, lui, le salarié porté ne prend aucun risque, parce que finalement, vous parlez de la formule tout à l'heure, de l'avance sur salaire intégrale que vous pratiquez aussi chez Portup. Vous n'êtes pas nombreux à le faire, mais en tout cas, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que le salarié va toucher son salaire en fin du mois, peu importe le paiement du client. Et puis, c'est la société de portage qui va aller procéder au recouvrement de la somme. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours cette garantie financière qui est contractée par chaque société de portage pour permettre, in fine, si véritablement la société cliente disparaît, le paiement de ses factures. D'accord? Donc, mais en tout cas, lui, le salarié porté ne prend aucun risque. Donc, question suivante. Est-ce que je cotise à la caisse retraite en portage? Alors, vous cotisez au régime général de la retraite, autrement dit, vous êtes un salarié ordinaire et vous cotisez plein pot en fonction des rémunérations que vous allez intégrer. Donc, c'est quand même assez intéressant pour plus tard parce que dans le privé, ça va peut-être changer ces prochains mois, mais en tout cas, on prend la moyenne des 25 meilleures années pour calculer la pension de retraite des salariés du secteur privé. Donc, parmi ces 25 meilleures années, lorsque vous faites des rémunérations en portage salarial qui sont quand même assez hautes, ce sera positif pour votre retraite. D'accord. Alors, question suivante. Que proposez-vous en termes de formation? Alors, ce sont des salariés en droit du droit commun. Donc, il y a un compte personnel formation qui existe hein, et donc il y a effectivement des formations qui sont proposées par l'organisme paritaire de branche. On sait qu'il y a une réforme qui est en préparation en ce moment qui vise à réformer la réformation professionnelle, mais en attendant, en droit constant aujourd'hui, on est sur des formations qui sont assurées au niveau de la branche et qui vont permettre aux salariés portés d'acquérir des certifications, plutôt des compétences et des qualifications certifiantes avec au bout de chaîne soit des diplômes, soit tout simplement des certifications professionnelles qui vont leur permettre de démarcher plus de clients. En tout cas, d'avoir une compétence beaucoup plus assise. D'accord. Alors, comment, effectivement, ça c'est vrai que j'ai cité durant la présentation qu'il y avait aussi l'accès et le droit à la mutuelle. Comment justement s'organise, on a une question d'un visiteur, comment s'organise le contrat relatif à la complémentaire santé? Alors, les salariés portés ont droit à une complémentaire santé, vous le dites bien. Cette complémentaire santé, alors on parle de prévoyance de manière générale, mais vous avez et la mutuelle et la prévoyance gros risque.
la mutuelle santé, sur ce point-là, pour être précis, comment elle s'organise, vous avez des règles qui sont prévues par les codes de la sécurité sociale qui permettent aux salariés portés d'en bénéficier, et puis des règles également d'exclusion si tout simplement vous avez déjà un conjoint qui vous fait bénéficier de la mutuelle et que vous êtes conjoint, que vous avez l'obligation, enfin qu'elle a l'obligation, votre conjointe, clairement de prendre sa mutuelle, et que vous décidez de vous rattacher à la mutuelle de votre mari ou de votre femme, du coup vous n'aurez pas l'obligation d'opter pour la mutuelle des salariés portés, enfin de la société de portage. Il faut simplement retenir que c'est quand même les mutuelles est très intéressantes au niveau de la branche du portage salarial. Après, à chacun de choisir d'être attaché ou non à cette mutuelle, mais on a des cas spécifiques d'exclusion. Et puis, il y a la prévoyance qui est obligatoire, mais la prévoyance, gros risque est quand même intéressant. Vous savez, c'est le capital qu'on verse aux ayants droit lorsque le salarié décède. Alors, on espère toujours que ça n'arrivera jamais, mais c'est quand même une somme qui est versée aux ayants droit en cas d'accident mortel. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ce type de, de protection. D'accord. Dernière question. Proposez-vous une assistance en cas de conflit avec l'entreprise cliente? Alors, lorsqu'il y a un conflit avec l'entreprise cliente, comme nous sommes contractants, prenons l'exemple, je suis comment dirais-je, je fais partie d'une société de portage, mon salarié porté est en conflit avec sur la mission, sur l'exécution de la mission avec le client, ce sera à moi, membre de la société de portage, d'intervenir pour essayer de régler le conflit, le différend, sachant que ce n'est pas encore un conflit. Mais le rapport entre la société de portage et le salarié porté, ce sont des rapports de salariat, mais on va dire qu'il y a le lien de subordination, on peut l'oublier, parce qu'on est véritablement sur un rapport beaucoup plus équilibré que le salarié ordinaire. Donc du coup, oui, ce sera simplement comment dirais-je, on va essayer de trouver une conciliation pour permettre de faire évoluer la mission, voire simplement de faire changer de mission le salarié porté sans lui créer de perte de rémunération. Mais ce sera la société de portage, en tout cas, de prendre l'initiative de régler le différend. D'accord. D'accord, merci beaucoup Khaled. Notre conférence s'arrête ici. Merci à tous les participants, merci pour vos questions et on se retrouve bientôt chez PortUp. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.